dit que les chiens nous transmettent leurs émotions. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ce petit chien de la nièce qui, pour montrer qu'elle était fâchée, c'est-à-dire alors qu'elle n'a pas cette habitude, a sali de ses chiottes la chambre, une chambre où l'on dort, elle va faire, comme dit les cabinets, alors qu'elle n'a pas cette habitude. Et je crois que le papa de la nièce lui dit bec fait. Vous voyez, parce qu'elle n'avait pas cette habitude. Donc, c'est-à-dire, mais la chiotte, du fait qu'on s'est lui donné à manger, et puis qu'elle a faim, et puis on n'a pas voulu la nourrir, elle s'est fâchée, et elle s'est exprimée de la sorte. C'était son langage à elle. Mais, Descartes nous rappelle qu'on ne peut pas parler de langage spécifique pour le chien, parce que si les chiens étaient capables de nous exprimer leurs pensées, ils l'auraient fait. Ils expriment leurs émotions. Donc, le langage est d'abord expression. La première fonction du langage, c'est d'exprimer ma pensée. Je parle parce que je pense. Et certes, je peux ne pas penser pour parler, parce que je peux penser et retenir ma pensée pour moi-même. Je peux penser pour ma simple satisfaction, pour l'interne, comme dit Hegel. Mais, c'est-à-dire la parole est avant tout expression de la pensée. Expression de la pensée, la communication est, c'est-à-dire pourquoi je m'exprime. C'est-à-dire en m'exprimant, je communique. La communication est une adéquation à l'expression. C'est-à-dire l'expression est substantielle, la communication est relationnelle. La communication est une relation. C'est-à-dire pendant que je m'exprime, je communique. Je partage avec vous ce que je pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire mon fond de pensée. Je crois que j'ai été assez... c'est-à-dire, je crois que tu as pu avoir réponse à ton sujet. C'est-à-dire la communication est fonction du langage, mais elle a une fonction seconde. La première, c'est-à-dire une fonction, je ne dis pas relative, mais elle a une fonction qui dépend de l'expression. Nous avons fait allusion à l'ouvrage de Hegel, à sa philosophie de l'esprit, où il nous fait comprendre que la parole et la pensée se relaient constamment. Autrement dit, nous avons besoin d'un fond personnel, c'est-à-dire une certaine formation, certes pour exprimer ce que nous concevons. Nous avons besoin d'une histoire, rappelez-vous le mot de Villard Queen, c'est-à-dire de nous abreuver à ce lait de cette philosophie naturelle, de cette expérience. Hein? Et voilà, hein, je réponds. C'est comme si... vous m'avez posé une très belle question. C'est-à-dire comment l'intelligence de l'homme se sert, c'est-à-dire qui est en vertu du bien, se sert de cette expression-là pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle sinon l'universel par excellence. Vous savez que les universaux, le bien, le beau, le distinct, l'un, le vrai. Donc, rappelez-vous le mot de Descartes, c'est qui vous fait comprendre que l'intelligence, la réflexion sont propres à l'homme. Et cette capacité qui a été mise à notre disponibilité par Dieu, c'est en raison de la bonté divine. Cela n'aurait pu sortir du néant. Rappelez-vous, toute conception claire et distincte est sans doute quelque chose de réel et de positif.
et partant ne peut tirer son origine du néant, mais doit nécessairement avoir Dieu pour auteur. Voilà. C'est une très belle pensée de Descartes, et d'ailleurs moi je crois qu'elle suffit pour donner réponse, pour me permettre de répondre à ta belle question. L'intelligence est toujours en vertu du bien. Le bien comme perfection, le bien comme performance, le bien comme résultat. D'ailleurs, le bien comme valeur, on dit que la valeur est l'aspect formel du bien. C'est-à-dire, quand nous avons à faire quelque chose, celui qui est intelligent, c'est celui qui fait bien ce qu'il fait. Voilà, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'épiloguer, de tergiverser. Celui qui est intelligent, c'est celui qui fait bien ce qu'il fait. Et qui le fait pour le bien. Qui le fait pour le bien. Qui fait bien ce qu'il fait et qui le fait pour le bien. Voilà une signification peut-être de l'intelligence. C'est la capacité de bien faire ce qu'on a à faire et de le faire pour le bien. C'est-à-dire pour le positif. Troisième question, avant la dernière, parce qu'il nous faut céder la place. Monsieur Claudel Victor est déjà dans nos murs, comme vous le constatez. Nous éprouvons un plaisir immense de pouvoir l'accueillir en ce jour béni. Que dire de Monsieur Claudel? Ce dernier est un spécialiste en technologie. Il produit et présente depuis 2016 l'émission Branche-Net sur Radio-Télé Soleil. Branche-Net vulgarise les différents aspects des technologies, de l'information et de la communication. En 1993, il fonde avec des associés l'entreprise Microplus Créacom SA qui fournit des services en infographie. Ancien responsable de Superstar Détente et de Week-end de la section spectacles et variétés du Nouvelliste. Il a été également ancien rédacteur en chef de Ticket Magazine, de la page de Micromage Nouvelliste et de Technologie, le National. Claudel Victor est l'auteur de l'ouvrage Le Guide Micromage de l'informatique et de l'Internet, publié en 2002. Tout cela nous donne une idée de la personne qui est à côté de nous, qui est en face de nous. Et maintenant, Monsieur Claudel Victor, à vous donc la parole. Merci, Père Basile. Alors, le premier sujet que je vais développer s'intitule « Réseaux sociaux et devenir de l'humanité ». Donc, quel est notre avenir, nous, êtres humains, face au phénomène des réseaux sociaux? Avant de commencer, laissez-moi définir exactement ce qu'on entend par réseau social. La définition dans le dictionnaire donne ceci: plateforme en ligne, application au site internet, qui permet aux individus de constituer à distance, à travers internet, un groupe d'amis ou de connaissances professionnelles. Ce groupe fournit à ses membres différents outils pour créer du contenu. Ça peut être des messages écrits, des vidéos, des fichiers, des photos, de la musique, de partager ce contenu avec les autres et membres du groupe et d'interagir les uns avec les autres. Bon, aux États-Unis, on emploie de préférence le terme social media, donc on peut traduire par média et social. Et alors les Québécois aussi, ils emploient ce terme en lieu et place de réseau social, mais c'est à peu près la même chose. On peut citer rapidement quelques réseaux sociaux comme LinkedIn, ça c'est pour les professionnels, YouTube, Dailymotion, Twitter, Instagram, Snapchat, et SoundCloud, MySpace, Telegram et Facebook, qui lui-même est le plus grand réseau social avec 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde, ce qui fait à peu près, je crois, un quart de la population mondiale. Et alors, les Chinois, eux, ils n'utilisent pas ce genre de réseaux sociaux. Les Chinois sont à peu près 1,4 milliard sur la Terre. Donc, il y a la moitié des Chinois qui est connecté à Internet.
Donc leur gouvernement n'est pas d'accord pour qu'ils utilisent Facebook, Twitter. Donc les Chinois sont obligés d'utiliser leurs propres réseaux sociaux. Donc les noms c'est QQ, et WeChat, Weibo, Baidu. Donc ça, ce sont peut-être des noms que vous entendez pour la première fois, mais ces noms-là, ils concurrencent directement les plus grands réseaux sociaux américains, notamment, que le monde utilise et nous, qu'on utilise en Haïti. Alors, avec cette grande parenthèse, entrons directement dans le vif du sujet, réseaux sociaux et devenir de l'humanité. Tout d'abord, les réseaux sociaux, plus que tout autre support de communication depuis l'aube de l'humanité, ont brisé les barrières quand il s'agit de communiquer et nous avons l'embarras du choix pour entrer en contact avec n'importe qui. Aujourd'hui, si vous ne pouvez pas joindre quelqu'un au téléphone, vous pouvez toujours laisser un message vocal ou un SMS. Ou encore, vous pouvez tweeter ou bien laisser un message sur Facebook, sur WhatsApp. Et nous avons la capacité de voir et de connaître ce que font les autres grâce aussi aux réseaux sociaux, souvent en quelques secondes seulement. Les réseaux sociaux facilitent également la recherche des personnes dont nous avons perdu contact, comme les membres de la famille élargie. On peut avoir quelqu'un, une cousine, on peut avoir un oncle qui est aux États-Unis, qui est en Europe. Donc les réseaux sociaux permettent et facilitent des contacts avec cette personne-là qui a été noyée. Et les réseaux sociaux permettent aussi de retrouver les gens dont on a perdu le contact, comme par exemple les anciens condisciples de classe. Je connais beaucoup de personnes, et vous-même aussi, qui avaient des condisciples là, à l'école fondamentale, à l'école primaire et à l'université. Et ils les ont perdus de vue puisque tout le monde est éparpillé dans le monde. Et les réseaux sociaux permettent de renouer ces contacts. Et de plus, et les réseaux sociaux ont donné à tous ceux qui choisissent de s'inscrire sur une plateforme l'opportunité de raconter leur histoire en ligne. Que ce soit à travers un message Facebook, une photo Instagram et des blogs, etc. Il est beaucoup plus facile de faire quelque chose de remarquable, de perceptible et de faire en sorte que cela touche des gens de toute la planète. Et comme ça n'a jamais été le cas et à n'importe quel moment de l'histoire. Les réseaux sociaux ont donné aussi aux gens ordinaires la possibilité d'avoir une voix qui peut atteindre des millions de personnes, étant donné la facilité avec laquelle les médias sociaux parviennent à toucher d'autres personnes. De plus en plus de personnes utilisent les réseaux sociaux comme moyen de s'exprimer et de partager leurs pensées. Et les réseaux sociaux aussi, ils transforment les relations bancaires de manière très significative, et depuis l'amélioration du service à la clientèle jusqu'à l'envoi à d'autres utilisateurs, jusqu'à l'envoi d'argent à d'autres utilisateurs et via des plateformes en ligne. Et à travers le monde, il y a beaucoup d'expériences qui se déroulent, et notamment dans le secteur de la santé, où on utilise les réseaux sociaux pour, à travers les campagnes de santé publique ou bien des visites virtuelles, ce qui veut dire que le médecin, il peut être à un endroit et le patient à un autre endroit. Et donc, à travers, par exemple, Skype, le médecin peut voir et peut parler avec cette personne et faire un diagnostic. Donc, de cette manière, les réseaux sociaux ont amélioré la santé tant au niveau personnel que communautaire en facilitant le partage rapide de l'information. Malheureusement, si les réseaux sociaux aident le gouvernement et les experts à partager rapidement des informations importantes, comme lors d'une épidémie par exemple, cela a un inconvénient. Les réseaux sociaux sont à double sens et permettent aux non-experts de partager des informations aussi rapidement que
que les agences de santé. Ce qui veut dire que vous avez l'habitude de voir, et si vous consultez beaucoup des réseaux sociaux comme Facebook ou même WhatsApp, et de voir comment certaines informations circulent, et parfois ce sont des informations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas véridiques. Donc là, il faut faire très attention parce qu'il y a du bon comme du mauvais qui circule sur ce média. Les réseaux sociaux, ils permettent la participation et l'engagement civique qui ont été transformés en permettant aux citoyens d'être la source d'idées, de plans et d'initiatives d'une manière plus facile que jamais auparavant. Avant l'avènement des réseaux sociaux, les gouvernements, avec les réseaux traditionnels, comme les médias, les journaux, la radio, la télévision, étaient les gardiens de l'information. Maintenant, cette situation-là a été inversée et nous pouvons prendre comme exemple chez nous, et ces 3-4 dernières années, il y a beaucoup de sujets et beaucoup de scandales qui ont éclaté et qui ont pour origine certaines informations qui ont fuité à travers les réseaux sociaux. Et même, je pense là, il y a ça 3-4 mois, et le budget là, lorsqu'on discutait de ça, c'était quelque chose qui n'intéressait pas tellement les Haïtiens avant, mais comme il y a eu des informations, malheureusement vraies et fausses, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, donc ça a provoqué un engouement de la population. Et avant l'avènement le développement rapide des réseaux sociaux a changé la façon dont nous réagissons face aux dégâts causés par les catastrophes naturelles. Après le séisme du 12 janvier en Haïti, des organisations à but non lucratif ont utilisé les réseaux sociaux pour mobiliser les efforts de secours. Cela a également vu le déploiement de l'une des campagnes les plus réussies de dons par SMS aux États-Unis à l'époque. Là, les gens, s'ils pouvaient facilement, à partir de ces SMS, donner de l'argent pour porter secours aux Haïtiens. Et le contenu partagé sur les réseaux sociaux a de plus en plus de potentiel pour être utilisé comme preuve d'atrocité en temps de guerre et de violation des droits humains. Cette capacité des réseaux sociaux à rassembler des personnes disparates, mais partageant les mêmes idées, contribue également à relever un autre défi de taille, le changement climatique. Donc ça permet à plusieurs citoyens de se mettre ensemble et d'essayer d'influencer beaucoup de décisions que vont prendre les gouvernements. Mais malheureusement, il y a le côté négatif aussi des réseaux sociaux. Bien que cela puisse être un excellent outil pour sensibiliser les gens à des causes valables ou partager de nouvelles importantes, beaucoup d'utilisateurs abusent de ces avantages pour diffuser des avis négatifs ou des opinions pour offenser d'autres gens. Il y a de cela 2 jours, 2 anciens hauts dirigeants de Facebook avaient tiré la sonnette d'alarme. Et l'un d'entre eux, il s'appelle Chamate Paliha et Pitaya, et lui-même, il parlait du fameux bouton j'aime, like. Je sais que vous, et notamment les jeunes dans l'assistance, vous utilisez beaucoup ce like, ce j'aime. Eh bien, il a dit que ce que nous avons créé est en train de détruire la façon dont la société fonctionne. Il a affirmé avoir lui-même, l'un des anciens dirigeants de Facebook, lui-même il a renoncé aux réseaux sociaux quand il ne veut pas être programmé. Il n'utilise pas, il a utilisé un terme, là vraiment, je m'excuse d'avance, il a parlé de merde. Et il a dit que ses enfants ne sont pas autorisés à utiliser les réseaux sociaux. Vous ne vous rendez pas compte, mais nous devons maintenant décider ce que vous êtes prêts à abandonner, quelle part de votre indépendance intellectuelle. Et donc c'est une façon pour lui de justifier son attitude, quelqu'un là qui a fait fortune avec Facebook et qui maintenant est l'un des adversaires de ce réseau social.
Alors, je vais la donner quelques chiffres, donc ça va vous donner le vertige. Tout à l'heure, j'avais parlé de 2 milliards d'utilisateurs mondiaux pour Facebook, et YouTube, c'est 1 milliard 500 millions d'utilisateurs, et WhatsApp, c'est 1 milliard 300, et le même nombre pour Messenger, 700 millions pour Instagram, 320 pour Twitter, et puis les réseaux chinois, c'est près de 1 milliard pour WeChat, et puis 850 millions. Et QQ. Donc, les réseaux sociaux, ils font partie maintenant intégrante de notre vie et nous influencent d'une manière comme une autre, à moins que nous vivons isolés sur une île déserte. Alors, je peux parler encore et encore des aspects négatifs des réseaux sociaux, mais cela deviendrait vraiment déprimant. Et cependant, il faut noter que la technologie créée pour nous rendre plus connectés a maintenant conduit à l'intimidation numérique constante, au racisme ouvert et au comportement narcissique. Pour mieux résumer mon argument, demandez-vous comment vous vous sentez après avoir regardé vos pages Facebook ou Twitter ou Instagram. Que ressentez-vous lorsque vous faites défiler et en dessous des vidéos de YouTube, il y a des commentaires. Lorsque vous lisez ces commentaires, donc il y a pas mal de choses qui se disent, positifs comme négatifs. Est-ce que le fait d'utiliser les réseaux sociaux, et vous vous sentez émotionnellement connecté aux autres? Est-ce que ça vous éveille intellectuellement? Est-ce que au moins vous avez un espoir sur la race humaine? À travers les réseaux sociaux, la mondialisation étend sa toile jusque dans les lieux les plus reculés de la planète. Malgré les obstacles, les violences, les résistances auxquelles elle fait face, et la marche de la mondialisation, loin de se ralentir, a tendance à s'accélérer. Les antimondialistes, avant, ils sont devenus altermondialistes. C'est une façon d'indiquer qu'il n'est pas possible d'être habité par l'esprit de celui qui dit non. Ce qui veut dire que la mondialisation est en marche, le monde devient un village global, donc on ne peut pas arrêter ce phénomène. Donc la tâche consiste au contraire à inventer d'autres chemins, de chercher des occasions inédites d'exprimer des méthodes non encore employées. Alors pour conclure, chacun le constate, l'humanité constitue désormais un tout, et c'est sur cet ensemble qu'il s'agit de réfléchir. La somme des décisions infinitésimales prises par chaque individu, n'importe où dans le monde, peut conduire tout droit l'humanité à une ère de prospérité, tout comme à une impasse mortelle. Puisque Dieu ne joue pas au dé, ce sont les réseaux de l'intelligence moderne, la nosphère, chère au Père et Téla, qui doivent désormais solitairement affronter les défis actuels qui s'accumulent. Avec chaque nouvelle avancée technologique, il y a une vague de méfiance. Lorsque les téléphones sont devenus largement disponibles, beaucoup craignaient que cela ne limite la portée des rapports humains. Lorsque les messages instantanés comme WhatsApp sont devenus populaires, beaucoup craignaient que nous ne perdions bientôt nos liens sociaux. Et il y a ceux qui croient que les réseaux sociaux sont tout aussi dangereux pour l'avenir des relations humaines. Car le théologien Christophe Théobald, et selon ce théologien-là, Dieu ne révèle rien de ce que nous pouvons ou pourrons un jour savoir par nous-mêmes. Il est celui dont la liberté même ne fait pas nombre avec la liberté humaine. Plus qu'autrefois, l'avenir est livré à la responsabilité solidaire des hommes, à la sagesse de leurs conseils, à la justesse de leur politique. Celui qui donne vie au monde ne peut que respecter l'autonomie de sa création, et l'homme demeure capable du pire comme du meilleur, ni plus ni moins qu'avant, mais cette fois-ci avec des moyens accrus, de formidables moyens. Je vous remercie. Nous allons faire abstraction des commentaires après cette première intervention de M. Claudel. Comme c'est lui qui aura donc à exposer pour le dernier thème, nous allons donc lui donner la parole et nous viendrons donc avec les questions à la fin. Ok, donc là, on va passer directement à la deuxième intervention et qui s'intitule « Réseaux sociaux et sphères éducationnelles et extra-éducationnelles ».
Donc, pour rappel, les sphères éducationnelles, ce sont des entités collectives qui ont toujours été reconnues comme spécialement chargées de faire œuvre d'éducation ou bien d'enseignement, c'est-à-dire la famille, l'école, l'État et l'Église. Et les sphères extra-éducationnelles concernent ce qui est en rapport avec l'activité humaine, travail comme loisirs et les différents aspects de la vie quotidienne, les traditions sociales, religieuses et la loi. Bref, et selon Jacques Maritain, tout ce qui exerce sur l'homme une action qui est bien plus importante pour l'achèvement de son éducation que l'éducation en elle. Privilégier la sphère éducationnelle, nous allons parler de la famille et de l'éducation. Donc, quels sont les impacts positifs et négatifs des réseaux sociaux sur ces deux institutions? Bon, d'abord, on commence par les avantages, et les parents et les enfants qui sont séparés, parce que parfois, là, il y a une personne de la famille qui vit à l'étranger, et puis le reste de la famille vit en Haïti. Donc, de continuer d'avoir des liens, de prendre des nouvelles les uns des autres. Et avant cela, les familles séparées ne pouvaient communiquer qu'avec des lettres occasionnelles ou bien des appels téléphoniques coûteux. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de contacter un membre de sa famille qui vit à l'étranger. Les parents et les enfants aussi, peut-être en regardant par exemple une vidéo sur le téléphone ou bien sur l'ordinateur, là ils peuvent ensemble avoir un sujet commun et à aborder, donc une passion commune. Et aussi pour l'éducation, les avantages des réseaux sociaux, c'est que ça fournit des modèles d'apprentissage à distance qui ont un avantage sur les cours donnés en salle. C'est pratiquement l'avenir de l'enseignement universitaire. Par exemple, les nouvelles technologies améliorent la communication avec les étudiants et stimulent également l'expérience d'apprentissage. Là, les inconvénients, là, malheureusement, il y a pas mal. Au niveau de la famille, les jeunes passent maintenant plus de temps sur leur appareil et finissent parfois par perdre la notion du temps. L'influence des réseaux sociaux dans les foyers rend parfois les relations parents-enfants conflictuelles. Il y avait déjà les conflits de génération, donc ça exacerbe ces conflits. Il y a des pertes de valeurs traditionnelles, le rythme et les habitudes familiaux sont perturbés, comme par exemple le temps alloué pour les repas en famille, aux échanges entre parents et enfants, et au sommeil, donc ce temps-là est diminué, et cela a aussi des influences sur les études. À l'école, les réseaux sociaux sont à la base des tricheries et des plagiats qui sont malheureusement devenus monnaie courante, ce qu'on appelle le fameux copier-coller, c'est-à-dire qu'on donne un devoir, puis l'élève, l'étudiant, par paresse intellectuelle et par malhonnêteté, donc là il va sur internet et puis il trouve un texte qui se rapproche de ce que le professeur a demandé et il ne fait que copier et puis coller ça dans un fichier. Donc là, il ne fait pas vraiment le travail qu'on lui a demandé de faire. Et cette fièvre de l'écran, vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont souvent penchés sur leur écran, l'écran de leur téléphone, ça arrive à brouiller leurs compétences personnelles et les rendre réticents à une vraie communication dans le monde réel. Et ça peut aller jusqu'à provoquer un déséquilibre physique et émotionnel, ce qui peut rendre ces jeunes-là irritables et ennuyeux. Il y a aussi de nombreux cas de fraude venant d'instituts fournissant de faux diplômes en ligne et parfois les étudiants tombent dans ce piège. Alors là, le corps enseignant, concernant les réseaux sociaux, il pense que cela a brouillé la frontière entre l'écriture formelle et informelle. C'est-à-dire qu'à force d'écrire en abrégé,
et à force d'écrire dans un langage spécial, pour chatter, pour envoyer des SMS. Donc là, les jeunes, parfois, ils perdent les notions d'écriture, de bien écrire et de bien rédiger un texte. Alors, compte tenu de ces avantages et inconvénients, il est nécessaire pour les parents d'imposer certaines règles. Et quant à l'utilisation des réseaux sociaux, en particulier pour les élèves des classes secondaires, les élèves devront réfléchir à ce qu'ils font et décider combien de temps ils veulent consacrer aux réseaux sociaux. Les aspects négatifs ne devraient certainement pas influencer l'éducation des élèves. Et sur la religion, l'omniprésence des smartphones et des médias sociaux change la façon dont les gens, dont certaines personnes pratiquent et leur religion. Les croyances adoptent les technologies en ligne pour faciliter la communication des idées et le culte, mais cette technologie a façonné les gens pieux eux-mêmes et a changé leur comportement, soit en les modifiant, c'est-à-dire une personne pieuse peut, à force de lire des choses à gauche et à droite, ça peut ébranler sa foi, ou bien ça peut raffermir sa foi. Alors pour le pape François, les emails, SMS, réseaux sociaux, chat peuvent aussi être des formes de communication pleinement humaines. Ce n'est pas la technologie qui décide si la communication est authentique ou non, mais le cœur de l'homme et sa capacité à bien user des moyens mis à sa disposition. Donc les réseaux sociaux offrent de formidables potentialités à condition de comprendre la spécificité de ce nouveau monde et d'être pleinement conscient des limites et de ses risques. Grâce au principe « les amis de mes amis sont mes amis », notamment sur Facebook, chaque utilisateur devient aussi relais et prescripteur des événements, des informations de son entourage. C'est aussi un carrefour de témoignages, chacun pouvant partager ce qui lui tient à cœur. La grande force du réseau social est son interactivité. Il est aussi un espace complémentaire des sites institutionnels. Par exemple, pour les événements dans l'Église et aux réseaux sociaux comme Facebook offrent une capacité pour mobiliser des gens. Et l'un des exemples de l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation positive, avec un impact vraiment à travers le monde, c'est les comptes Twitter du pape François, c'est Pontifex. Alors, on avait lancé ces comptes Twitter en février 2012. Ils sont diffusés en 9 langues et ils totalisent maintenant plus de 40 millions d'abonnés à travers le monde. Et les comptes Instagram, et 5 millions d'abonnés depuis 2015. Donc, ce qui fait du Saint-Père le leader mondial le plus suivi sur les réseaux sociaux après le président des États-Unis. Alors, l'usage de Facebook et des autres réseaux sociaux, la course aux amis, répond à un besoin de reconnaissance. Le besoin d'appartenance à un groupe, à un club, un mouvement, est aussi un autre moteur. Or, cette notion de communauté est intrinsèque et familière à l'Église catholique. Les technologies offrent donc à cette communauté le moyen de tisser, de renforcer des liens avec leurs membres proches ou éloignés. Ces liens, pas seulement virtuels, peuvent prolonger ou permettre des rencontres réelles. Alors pour les internautes, c'est l'occasion de marquer leur intérêt ou leur appartenance à un lieu d'église, de rester en contact et de devenir eux-mêmes relais. Ce qui est intéressant, par exemple, sur les profils de Facebook, on peut indiquer sa religion. Là, il y a des gens, notamment des catholiques, qui affichent fièrement leur foi à partir de leur profil Facebook. Donc ça, c'est un aspect vraiment très positif. Donc, pour conclure, nous n'allons pas développer le grand impact des réseaux sociaux sur la vie quotidienne, les traditions sociales et religieuses et culturelles, donc ce qu'on appelle le sphère extra et éducationnelle. Nous concluons seulement que les technologies de l'information et de la communication ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, elles sont éthiquement neutres. Tout dépend de l'usage que nous faisons et des contenus que nous cherchons ou que nous intégrons à ces plateformes. Dans le continent numérique, le meilleur côtoie le pire. Donc, il y a des trésors et malheureusement des poubelles. C'est un univers passionnant, mais ambivalent qui mérite d'être abordé avec élan
discernement et précaution. Donc, je vous remercie. Merci, Monsieur Claudel, de nous avoir rafraîchi la mémoire en nous disant que la communication devient aujourd'hui un phénomène aisé, en ce sens que les réseaux nous facilitent la tâche presque en tout temps et en tout lieu. Merci de nous avoir fait remarquer jusqu'à quel point les réseaux sociaux poussent l'homme à se métamorphoser et à afficher un comportement différent comparativement au temps passé. Merci de nous avoir dévoilé la vérité que voici. Aujourd'hui, l'humanité constitue un tout. Ce qui est positif et qui se fait quelque part dans le monde peut contribuer au bonheur de l'humanité. Mais ce qui se fait négativement, peu importe l'endroit, peut aussi avoir un impact négatif mondial. Merci, mille fois merci. Maintenant, je pense que les intervenants sont disposés à recevoir les questions sur les différents exposés. Il n'y a pas de questions? Ah, il y a beaucoup de questions. Ah, ok. Ils sont timides. Bonjour, vous allez bien? Mais je commence par remercier nos différents conférenciers pour la façon dont ils ont été édifiés. Moi-même, personnellement, j'ai été bien édifié et j'ai appris beaucoup de trucs. Ben, merci beaucoup. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de visibilité que les réseaux sociaux donnent à certaines personnes. Ben, je réfléchissais, il y a une belle vidéo qu'un ami m'a fait voir. Dans la vidéo, tout le monde est avec leur smartphone et puis on ne s'occupe plus de l'autre. On danse, mais on danse avec le téléphone. On parle, mais on parle avec le téléphone. Mais je peux regarder et remarquer une certaine dépendance exagérée de cette visibilité. Il y a peut-être une sorte de course vers les likes. Par exemple, moi-même, je mets une photo pour tant de likes. Mais s'il n'y a pas de likes, mon estime de soi est atteinte. Et je veux aller même plus loin, il n'y a plus de vie privée, plus de vie personnelle. Je mange, je dis, ben, je mange du pain à mon bas. Je pleure, je dis, hein, je pleure. J'aime souvent voir les filles sur Twitter. Je suis triste. Mais tout ça, c'est... Tout ça, c'est pour faire voir comment la notion de vie privée n'est plus et la dépendance est devenue exagérée. Bien sûr, cette possibilité de visibilité, ben, c'est normal, c'est même bien, plutôt bien, mais peut-être il y a une visibilité exagérée. Et pour terminer, comment, selon vous, vous-même qui êtes expert en la matière, pouvez donner conseil à nous autres jeunes qui sommes novices devant ou face les réseaux sociaux pour mieux gérer et pour mieux vivre avec quoi? Comment y remédier à ce que je peux appeler un problème réseau social? Merci. Bon, là, avant de répondre, là, vous avez dit les jeunes sont novices. Bon, les jeunes ne sont pas novices pour utiliser les smartphones. Parce que là, les jeunes, au contraire, sont beaucoup plus experts
pour utiliser les smartphones, les applications, les réseaux sociaux, beaucoup plus que la génération précédente. Est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour mieux vivre, pour renforcer les relations humaines? Oui. Et je vous encourage fortement à aller dans ce sens. Parce que, bon, moi, ma génération est la génération de transition. Ce que j'appelle transition, c'est que lorsque j'avais votre âge, et même plus jeune, lorsque je voulais avoir une information, je devrais attendre que les bibliothèques s'ouvrent, okay, sortir de chez moi pour aller à la bibliothèque, et il y avait un horaire, donc avant l'ouverture et après et la fermeture, donc les livres n'étaient pas disponibles. On pouvait emprunter des livres pour aller lire chez soi, mais ce n'était pas tous les livres qu'on pouvait emprunter. Et surtout les livres plus intéressants comme les encyclopédies, et là, ces livres-là, ils restaient dans la bibliothèque, donc on ne pouvait pas les déplacer. Maintenant, c'est facile, à la seconde près, lorsqu'on a besoin d'une information, il suffit d'aller sur Google, et on cherche l'information et on va la retrouver. Maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information. Est-ce que vous cherchez, je ne sais pas, des petites nouvelles intéressantes pour faire rire, ou bien est-ce que vous cherchez une information pour votre formation, votre éducation? Par exemple, vous avez suivi un cours, vous avez besoin de compléments d'informations, le professeur peut-être vous a fourni des informations, peut-être n'a pas eu le temps de fournir de plus d'informations. Maintenant, vous pouvez utiliser votre téléphone pour compléter cette information. Donc là, au lieu, et peut-être vous les jeunes, il y a des applications, bon, moi à votre place, je les utiliserai moins, mais il y a d'autres applications plus intéressantes comme Wikipédia par exemple, où les informations, ce sont des informations vérifiées. Vous pouvez aller plus souvent et visiter Wikipédia, là vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a aussi les journaux, où on donne des nouvelles, où il y a des dossiers. Et ça, encore, c'est intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que vous faites. Lorsque il y a une personne là avec son téléphone en main, il y a beaucoup de chances pour que cette personne-là, avec son smartphone, qu'elle soit branchée sur WhatsApp. Et que fait-on avec WhatsApp? On chatte. Bon, peut-être, au lieu de faire 1 heure de WhatsApp, vous pouvez faire 5 minutes de WhatsApp, 10 minutes. Les relations, c'est important, mais les 50 autres minutes, vous pouvez aller vous former. Et tout à l'heure, j'avais parlé de cours à distance. Il y a de plus en plus de jeunes qui prennent ces cours à distance, c'est-à-dire à partir de Internet. On peut entrer en contact avec des universités à l'étranger et suivre des cours. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc là, ça dépend de vous. C'est votre avenir qui est dans vos mains. Donc l'avenir de l'individu ne se résume pas à chat et à regarder des vidéos comiques sur le téléphone, mais à utiliser ce formidable moyen, ce formidable média pour aussi se former et améliorer ses connaissances, augmenter ses connaissances. Pas d'autres questions? N'oubliez pas l'intervention du docteur Castel, hein? Venir avec des questions aussi pour lui. Compte tenu des avantages et désavantages des réseaux sociaux, en quoi peut-on dire que la technologie est au service de la facilité de la vie et ou de sa réussite?
Bon, d'abord, ce que ça permet à l'utilisateur de prendre contact avec beaucoup plus de personnes. Maintenant, ça va dépendre de la qualité de ces personnes. Je pense que lorsqu'on constitue un groupe d'amis, par exemple moi, sur WhatsApp, et je suis abonné à un groupe là qui parle d'astronomie. Et c'est assez intéressant de voir les échanges qu'on fait. On parle de planètes. Et l'autre jour là, il y avait un phénomène dans le ciel de la Lune qui était vraiment, ça se rapprochait de la Terre. Et on a parlé d'éclipses, de tout ça. Donc ça c'est un exemple d'est-ce que par exemple un moyen, un média comme WhatsApp, où on peut faire beaucoup de mauvaises choses, mais ça permet aussi de parfaire ses connaissances. Ensuite, vous pouvez avoir des voix de la famille éloignée, des amis dont vous n'avez plus de nouvelles, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de condisciples qui vivent aux États-Unis, mais les réseaux sociaux nous ont permis de prendre contact et à partir de ça, on fait des projets en commun. Et voilà, donc pour moi, du moment que on va sur Internet avec son téléphone ou son ordinateur, aller chercher des informations intéressantes, aller s'instruire, aller, se performer. Du moment que, par exemple, sur YouTube, là, c'est pas seulement des vidéos comiques, mais il y a beaucoup de vidéos où on peut apprendre pas mal de choses. Moi, je connais des gens qui ont appris à travailler sur leurs ordinateurs, rien que seulement à partir de vidéos qu'ils regardent sur YouTube. Donc, c'est pas seulement, comment ça s'appelle, le fameux comique là, Malpouga. Ouais, donc ils sont très populaires, mais c'est pas seulement Malpouga seulement qu'il faut aller voir sur YouTube. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre à partir de YouTube. Donc là, vous vous plaignez, est-ce que les compagnies de téléphone volent votre argent, mais pourquoi est-ce que vous payez tout cet argent à ces deux compagnies pour pouvoir aller sur Internet? Est-ce que c'est pour vous amuser à longueur de journée, ou bien est-ce que c'est pour vous dire voilà, et je vais regarder beaucoup de petites vidéos et ça va me permettre de me perfectionner dans pas mal de matières. Donc là, pour moi, c'est cet aspect-là qu'on doit vraiment... Et aussi, tout à l'heure, j'avais parlé de la présence de l'Église sur l'Internet. Donc, personnellement, j'ai appris pas mal de choses à partir des sites, les sites officiels, bien sûr, et les sites des évêques de France, de l'Église catholique en France. Il y a pas mal de choses. Ça m'a permis de mieux comprendre, par exemple, ma foi. Donc, ça, c'est autant de choses qu'on peut aller. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire pour les jeunes, c'est de faire une liste de sites intéressants, de groupes et d'applications. Et ils devraient peut-être mettre plus de leur temps à fréquenter ce genre de site, plus intéressant, que vraiment s'amuser à longueur de journée à regarder les pitris de Malpouga. Voilà. Permettez-nous une petite intervention. Monsieur Victor, Oui. Dans votre intervention qui a, je ne sais pas où est la nôtre, mais peut-être que vous n'étiez pas là, nous avons conclu notre exposé sur l'éventualité de cette éthique de la communication qui permettrait à, comme vous nous l'aviez dit en aparté, à
tirer le bon grain de la paille. Oui, absolument. À procéder à ce filtre de bonification, ce filtre de stabilité sociale, culturelle, etc., religieuse, morale. Vous avez fait allusion au mot du pape François qui s'est évertué à défendre les réseaux sociaux et à les placer à leur juste position, en disant qu'ils apportent, malgré leurs faiblesses, malgré l'outrance à leur égard, une contribution extraordinaire à la foi, à la société, c'est-à-dire, et vous avez conclu qu'on peut en faire usage en bien ou en mal. Alors, pour préciser, il a dit le cœur de l'homme, alors c'est pas la technologie qui décide, c'est la communication quantique, mais c'est le cœur de l'homme et sa capacité. Oui. C'est-à-dire que la communication, c'est juste un moyen, un véhicule, donc c'est l'homme qui doit savoir ce qu'il peut faire. Je poursuis. Dans le sens que on est émerveillé par les immenses possibilités. D'ailleurs, on a parlé de virtualité. Des immenses possibilités offertes par les réseaux de communication. Mais on est tout aussi touché par ce malaise qui devient planétaire. On a vu comment les réseaux sociaux ont pu influencer sur les élections aux États-Unis, en faveur de Trump et contre Madame Clinton, contre qui la Russie a voulu sévir de manière caractérisée. Aujourd'hui, dans une réunion bipartisane de la France, le roi et la Russie, peut-être que vous avez vu à la télévision l'intervention d'Emmanuel Macron, qui, dans un entretien avec, c'est-à-dire dans une conférence, il partageait avec Poutine, Vladimir Poutine, il s'en est pris directement à des réseaux sociaux qui ont maculé sa réputation, qui lui ont causé du tort pendant la campagne électorale. Et il semblerait qu'en présence de Poutine, et moi je l'ai vu en présence de Poutine, il a fait allusion à des réseaux sociaux russes dont il n'était pas le candidat. Il semblait que, en général, pour une bonne partie de l'électorat, sinon de la gouvernance russe, Macron ne devrait pas être élu. Et Macron a laissé entendre que la législation française devait se pencher et allait se pencher sur l'outrance, sur les excès au niveau des réseaux sociaux. Peut-être qu'il est difficile en Occident avec la liberté de la presse, etc. Vous avez vu que, d'ailleurs c'est vous qui venez de nous le dire, que les Chinois ont résolu ce problème. Par exemple, ils ont interdit Facebook chez eux. Et on a vu qu'en Occident, malgré la liberté de la presse, on a commencé aussi, par exemple au niveau de l'image. Par exemple, il y a eu des... tu te souviens, quand tu étais jeune, tous les films ne pouvaient pas être diffusés à n'importe quelle heure. C'est-à-dire, on doit écrire moins de 17 ans. Et toutes les informations ne pouvaient pas être diffusées. Par exemple, si vous fumez du tabac, vous devez mentionner, par exemple aux États-Unis et en France, que le tabac est nuisible pour la santé. Est-ce que tu penses qu'un jour, on parviendra, c'est-à-dire, je te parle de cette levée de bouclier de Macron contre les réseaux sociaux, dans leur ensemble, et surtout les réseaux sociaux russes, en présence du président russe. Et Poutine avait un rictus qui traduisait disons, je ne dis pas sa déception, mais un petit peu son malaise. C'est-à-dire, il ne se sentait pas à l'aise que le président français, pendant qu'ils sont en train d'intervenir publiquement à deux, fasse allusion à cela. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, les réseaux sociaux, qu'on puisse arriver à une législation, je dirais, adéquate, juste et équitable de la diffusion
des réseaux sociaux à travers le monde et même en Occident, où ils ont pris une ampleur, c'est-à-dire on a l'impression que rien ne peut les arrêter. Pour vous, comme spécialiste, comme chrétien et comme concepteur. Là, ça va être un petit peu difficile parce que il y a pas mal de pression qu'on fait sur Facebook, Twitter, Echo. Là, ils sont en train de réagir et ils ont des équipes là qui sont chargées de trier certaines informations. Parce que ce qui arrive aussi, on n'a pas parlé de Daesh et État islamique. Et c'est une organisation qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire beaucoup de propagande et ces réseaux sociaux leur permettent de préparer les terroristes kamikazes, mais malheureusement aussi d'influencer des individus, surtout dans les pays occidentaux, en Europe et aux États-Unis, au Canada. Et ces individus-là, influencés par ce qu'ils voient sur Facebook, sur Twitter, Echo, et la propagande haineuse de Daesh, État islamique, et eux-mêmes, ils préparent leur propre attentat. Parce que malheureusement, à partir des réseaux sociaux aussi, tout à l'heure j'avais parlé de vidéos permettant d'apprendre pas mal de choses. Il y a malheureusement sur Internet, même quand YouTube et Facebook ils sont en train de les enlever, mais ils ne peuvent pas tout enlever et il existe toujours des vidéos qui montrent à ces personnes-là fragiles comment préparer un attentat, comment préparer une bombe et leur dire voilà c'est facile, vous prenez une voiture, vous foncez sur une foule, donc voilà. Donc voilà un exemple de l'impact vraiment très très négatif de ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux et qui menacent la vie des gens et la stabilité des pays. Est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce que si on fait des lois qui interdisent, voilà, on doit dire ça, on ne doit pas dire ça, si on dit ça, mais moi je ne pense pas que les lois seulement vont résoudre le problème, bon, pour différentes raisons. C'est que parfois on fait des lois, malheureusement, et les lois c'est comme les lois sur la presse, ça peut bloquer à la fois les mauvaises intentions et aussi les bonnes intentions. Par exemple, si on fait une loi sur la diffamation, c'est vrai que ça va protéger les gens et pour que n'importe qui n'aille pas écrire n'importe quoi sur une personne. Mais quelqu'un là qui aurait pas mal de choses à cacher peut aussi s'abriter derrière cette loi et de dire bon voilà, si vous dites que j'ai volé telle chose, donc là vous me diffamez. Et là je peux vous appeler et vous intenter un procès. Et parce que là, vous me diffamez. Moi, je pense surtout c'est l'éducation des gens qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus penser à montrer. Je me demande même si ce ne sont pas des cours qu'on devait inclure dans le cursus universitaire et dire aux jeunes, voilà, et lorsque vous lisez quelque chose sur votre téléphone, ce n'est pas tout ce que vous lisez que vous devez prendre comme parole d'évangile. Il y a de la bonne information, il y a de la mauvaise information, ce qu'on appelle les fake news. Et c'est ce qui est arrivé là avec, prenons un exemple assez récent, et tout le tapage qu'il y a eu autour du budget. C'est que la mobilisation a commencé à partir d'informations qui n'étaient pas tout à fait vraies, qui n'étaient pas faux, mais qui n'étaient pas tout à fait vraies, mais qu'on a arrangé d'une telle manière et on a diffusé ça rapidement sur les réseaux sociaux. Donc ça a provoqué un mouvement dans la population. Et ce qui est arrivé, c'est que il y avait pas mal de choses là, que la population aurait pu, même de cette affaire de budget, et avec d'autres aspects qu'ils auraient pu contester. Mais les personnes qui étaient là pour manipuler l'opinion, ils avaient un objectif, c'était de régler leur compte avec le gouvernement, mais en prenant appui sur une mauvaise communication que le gouvernement
exactement, le ministre de l'économie avait. Maintenant, résultat, automatiquement que le gouvernement a été, peut-être chaque accusation, il a dit voilà, et voilà, et puis tout est retombé, alors qu'il y avait pas mal de choses qu'on pourrait toujours continuer et qu'on pourrait toujours contester. Donc là, ça c'est l'une des conséquences de la manipulation, c'est que ça détourne l'attention parfois sur les vrais problèmes. Donc moi je pense qu'en plus des lois, bon, sauf qu'il ne faut pas faire des lois trop restrictives aussi, mais on doit non seulement montrer aux jeunes, leur apprendre une méthode pour filtrer, pour trier les informations, les bonnes informations, de la mauvaise information, des fake news, et comme vous avez dit tout à l'heure, le bon grain de la paille, et puis aussi de les encourager à aller visiter d'autres sites internet, par exemple, et si, je pense que les Salésiens sont présents sur Internet, sont très présents et sur Internet, donc là peut-être, et c'est encourager des jeunes à aller plus vers ces sites, et d'autres sites d'éducation et autres, au lieu de peut-être perdre leur temps à fréquenter des choses qui ne leur rapportent presque rien. Alors là, c'est pas pour dire qu'on ne doit pas regarder mal pour gagner un parmi, mais comme on dit, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que vous vous dites, bon voilà, et si je veux m'amuser pendant 10 minutes, 1 heure, mais ne pas se faire ça à longueur de journée. Voilà. Il n'y a pas de questions? Je prends plaisir à vous remercier pour vous exposer. Alors, la technologie ayant de bons et de mauvais côtés est d'ordre moral et éthique. La technologie comme moyen de communication a de bons et de mauvais côtés. Ce qui est d'ordre éthique, prenons le cas des enfants d'aujourd'hui. À quel âge peuvent-ils en faire usage via leur fragilité? Comment freiner les différentes dérives? Merci. Ok, là je vous arrête avant tout. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise, la technologie est neutre. C'est comme lorsque vous avez en main, par exemple, un couteau, le couteau n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que vous allez faire avec le couteau. Maintenant, pour les enfants, normalement, et je pense que là, je me demande combien de personnes sont au courant que Facebook est interdit au moins de 13 ans. C'est-à-dire que si on a moins de 13 ans, on n'a pas le droit de s'inscrire sur Facebook. Ouais, là, vous ne saviez pas ça. Oui. Donc les enfants, il faut les protéger. Donc là, je vois des parents qui offrent des smartphones à leurs enfants. Donc ça, je les déconseille fortement de le faire. Parce que un smartphone, c'est comme un petit ordinateur. Là, on n'a pas trop conscience de ça. Et ça peut, avec le smartphone, là, l'enfant peut aller n'importe où. Il n'y a pas de barrière et voir des choses que normalement l'enfant ne devrait pas voir. Ce serait peut-être si les parents vont se dire, ok voilà, si je veux rester en contact avec mon enfant et à l'école, est-ce que l'enfant là, comment est-ce que je pourrais dire voilà, je vais te chercher. Là on peut toujours donner un téléphone à l'enfant, mais pas un smartphone sophistiqué, le dernier iPhone. Donc là, les jeunes, ils téléphonent de moins en moins avec le téléphone intelligent, le smartphone, mais ils vont beaucoup plus sur Internet. Avec ce téléphone, ils prennent beaucoup de photos, mais de moins en moins, on place des appels. Je pense que le gouvernement français a décidé qu'à la prochaine entrée scolaire en France,
les smartphones sont interdits en classe. Lorsque vous arrivez à l'école, il y a un casier. Vous déposez votre smartphone dans le casier pendant les cours. Il n'y aura aucun smartphone dans les salles de cours. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont aller dans ce sens. Parce qu'il y a pas mal de professeurs qui se plaignent. Et déjà, il y avait des choses qui distrayaient les élèves dans les cours. Maintenant, un smartphone, ça c'est quand même... Les là, on le perd, donc là, il ne veut pas vraiment. C'est très petit et on peut glisser ça sur quelques feuilles. Et puis là, si le professeur n'est pas attentif, là, l'élève ne va pas suivre. Donc pour moi, c'est tout d'abord, autant que possible pour les parents et les enfants, il faut limiter leur accès au téléphone. D'autant plus qu'on parle maintenant de le téléphone comme appareil, émet des ondes et on est en train d'étudier pour savoir est-ce que ces ondes sont nocives. Donc, encore un enfant, c'est très fragile. Donc là, on est en train de prendre pas mal de décisions pour conseiller aux parents de limiter l'accès au téléphone et à leurs enfants. Maintenant, pour les adolescents, donc là, c'est une question entre les parents et des adolescents de voir comment est-ce que on pourrait avoir un accord. Voilà, tu utilises ton téléphone de telle heure à telle heure pour contacter tes amis, pour chat et pour jouer des jeux vidéo, etc. Une manière, une façon, et pour que déjà l'adolescent ne puisse pas être esclave de son téléphone. D'autant plus qu'il y a des personnes, si vous leur enlevez leur téléphone, même pour 1 heure de temps, là ils sont... Parce qu'ils doivent être connectés en permanence. Avant de s'endormir, ils regardent le téléphone. Ils se réveillent, la première chose qu'ils font, ils regardent qui envoie des messages, et même parfois la nuit, et je connais des gens qui se lèvent pour regarder est-ce que tel m'a envoyé tel message sur WhatsApp. Ah oui, mais c'est l'addiction du siècle, comme on dit. Ça c'est comme la drogue, c'est comme l'abus d'alcool, ou bien l'abus de cigarette, donc là on est pris. Ce que vous venez de dire, ça reprend la conclusion du Père Castel. Il dit la virtualité devient une force brutale. Ah oui, absolument. Voilà. Et donc, ce qui nous donne, comment dire, joie, parce qu'on est proche de ceux qu'on aime ou de nos amis, ce qui nous donne de la joie parce qu'on partage, en réalité devient une brutalité qui se retourne contre nous. On est dans un engrenage infernal, avec une apparence de dorée, de maison dorée, mais comment on a pu arriver à transformer ce conditionnement des personnes. Père Castel disait, face à cette brutalité, c'est l'éthique qui peut donner une réponse. Alors, je ne sais pas si vous pouvez tous les deux commenter et nous aider à voir comment on peut ne pas se laisser écraser par ces forces brutales un peu invisibles et inconnues, et même qui nous donnent le comprimé, nous le rend meilleur, mais il est très amer. Merci. Père Castel, c'est encore les questions qui reviennent. Donc, malheureusement, c'est un exemple de... Tout à l'heure, on parlait de la mondialisation et du devenir de l'humanité. Ce qui arrive, c'est que c'est une technologie extraordinaire, mais que certaines personnes, des entreprises, se sont emparées de cette technologie pour faire de l'argent. C'est ce qui a amené à des dérives. Parce que comment est-ce que Facebook est arrivé à avoir 2 milliards d'utilisateurs? Et encore les Chinois ne sont pas inclus.
Si les Chinois étaient inclus, ils allaient pratiquement avoir 3 milliards. Donc ça fait beaucoup de monde. Et c'est parce qu'ils ont créé quelque chose qu'ils se disent, voilà, les gens, ils veulent avoir de la célébrité, ils veulent être célèbres, et les gens aiment ça, aiment se montrer. Donc tout ça, ils ont profité de nos faiblesses. Donc c'est nous qui doivent se dire, bon voilà, comment dire, on a pris les sous qu'on a, et que maintenant, ça va me coûter ce que ça va me coûter. Là, je vais mettre plus de restrictions et lorsque je vais utiliser ce genre de technologie. Par exemple, si je dois rester avec en contact avec ma famille, d'accord, je peux utiliser et ça. Si je dois rester en contact avec d'autres personnes ou bien prendre des nouvelles, au lieu de faire une demi-journée à aller sur Facebook, là, je peux faire peut-être... je connais des gens, ils ont des comptes Facebook, mais bon, c'est rarement qu'ils vont sur ces comptes. Par exemple, on peut faire ça. Ou bien ne pas installer Facebook sur son téléphone ou son ordinateur, et puis revenir au méthode. Par exemple, là, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Au lieu de lui envoyer un message WhatsApp, bon anniversaire, et puis on peut toujours aller voir cette personne. C'est ce qu'on faisait avant. Oui, bien sûr. Parce que si cette personne n'est pas éloignée, d'accord, cette personne est éloignée, je peux comprendre. Mais c'est votre voisin. Pourquoi rester chez soi et puis dire voilà, voisin, bonne fête? Alors c'est à 2 pas de chez soi. Je pense que la personne aurait préféré que vous présentez en personne pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vous voyez? Donc là, c'est autant il y a pas mal de choses qu'on fait sur Facebook qui sont des choses futiles. Donc là, c'est commencer à abandonner ces choses futiles et utiliser cette technologie seulement pour faire des choses plus utiles. Donc ça, c'est une manière, même si ce n'est pas efficace à 100%, mais c'est une façon de ne pas prendre dans l'engrenage et de ne pas faire face à cette brutalité. La réponse du professeur Del Victor a été psychologique, technique, sociale, et je dirais même utilitariste dans le bon sens. C'est-à-dire comment remédier à cet épouvantail qui risque de nous engloutir comme disons, les perspectives nous ont émerveillés. C'est-à-dire qu'en général, les technologies, quand elles sont nouvelles, elles émerveillent, elles suscitent leur intérêt, elles sont très utiles. Donc, rappelez-vous, nous avons parlé de ces réseaux, de ces moyens de communication qui sont puissants et qui sont très utiles. Et ma réponse sera plutôt philosophique et même, je dirais, théologique. Oui. Nous avions dit dans notre intervention que cette virtualité peut se transformer en force brutale, comme elle a pu démontrer qu'elle a été une force encourageante en matière de progrès, en matière d'unité, en matière de globalisation positive. Mais on voit, d'ailleurs, le professeur Victor a bien fait de nous le signaler, que l'un des concepteurs, l'un de ceux qui se sont enrichis avec Facebook, l'un des concepteurs interdit à ses enfants d'aller sur Facebook. Vous savez que ces réseaux sociaux, je ne reprends pas la thématique ou bien encore le développement du professeur Victor, mais nous devons souligner que nous n'aurons jamais à diaboliser. Nous sommes dans la ligne du Saint-Père et dans la ligne de tous ceux qui peuvent penser et qui pensent disons, le plus grand bien de Facebook, comme ils peuvent avertir
des dérives et des catastrophes que cela peut engendrer. Le monde a toujours su répondre de manière, peut-être pas de la manière la plus adéquate possible, mais de manière assez réaliste à ces problèmes. À une certaine époque, les guerres ont constitué le fléau le plus infâme de notre univers. Les hommes ont su réagir par la diplomatie. Ils ont su légiférer à travers même une éthique de la guerre. Rappelez-vous, l'esclavage est issu de la guerre. L'esclavage au début n'était pas une mauvaise chose. C'est-à-dire, quand on allait en guerre contre une tribu rivale, disons les perdants, ils étaient tous condamnés à mourir. Il n'y avait pas d'autre peine que la peine capitale pour les perdants. Rappelez-vous, Caesar, morituri te salutant. César, ceux qui vont mourir te saluent. Vae victis, malheur aux vaincus. Et c'est ainsi qu'on a pu, que les gens ont pu se rationaliser, ils ont pu dire que la guerre, c'est la catastrophe la plus abominable, mais on va essayer d'en contraindre les aspects, c'est-à-dire si négatifs. La drogue également. Avant d'être une perversion dans le monde, la drogue a commencé par être un incitatif ou encore un palliatif pour les gens qui étaient malades. C'est-à-dire, vous savez qu'on a utilisé la morphine pour atténuer les souffrances de beaucoup de personnes. Et après, cela s'est infatué, cela s'est, je dirais, diabolisé. Il est devenu un épouvantail, une catastrophe pour la jeunesse en particulier. Mais la drogue en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire, vous avez un malade, vous avez, c'est-à-dire, la plupart des médicaments que nous prenons, des somnifères, sont constitués à base d'opium, à base de coca, etc. Donc, nous croyons qu'il en est de même pour les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les perspectives ne sont pas toutes mauvaises. D'ailleurs, M. Victor vous dit que, par exemple, il est interdit, par exemple, Facebook, que des jeunes de moins de 13 ans aient accès à cela. Hein? Les matinées culturelles de l'année académique 2017-2018 touchent à leur fin. Durant ces 2 jours, nous avons fait de notre mieux pour comprendre le phénomène de la communication chez les hommes. Nous nous sommes rendus vraiment compte, en faisant nôtre les paroles de Martin Buber, que le fait fondamental de l'existence n'est pas l'homme, ni, si vous voulez, l'ensemble des hommes, sinon la communication entre les hommes. Hier, tout comme aujourd'hui, la communication devient une clé passe-partout, capable d'ouvrir presque toutes les portes. J'aimerais attirer votre attention sur les recommandations faites par la plupart de nos intervenants. Nous devons dire, et cela sans réserve, que les exposés et les interventions ont été d'une qualité exceptionnelle. Les débats et les expériences échangées ont rendu visible notre volonté de faire de la communication un instrument au service de la vie, au service du bien. Néanmoins, pour ce faire, nous avons besoin de nous mettre à jour pour pouvoir relever les défis, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut dans nos recherches personnelles ou de groupe pour discerner les exigences du moment. Les membres du Conseil et moi, nous remercions le Seigneur pour avoir mis la main sur nous durant ces jours et pour avoir béni toutes les activités entreprises par l'Institut. Nous voulons sincèrement remercier, et cela avec chaleur, nos intervenants. Ils ont démontré qu'ils sont à la hauteur de leur tâche. D'après ce que nous avons constaté, ils sont arrivés à séduire les participants,
à ces matinées culturelles. Permettez-nous de citer les noms avec leur singularité. Monseigneur Harris, l'infatigable, répond toujours positivement à ces rendez-vous des matinées culturelles en partageant sa science avec nous. On a l'impression qu'il n'y a pas de matinée culturelle sans Monseigneur Harris. Tout ceci, c'est pour vous dire qu'il nous est cher et que même quand il n'expose pas, nous aimerions qu'il soit là. Merci à Monsieur Johnson Chéry de nous avoir rappelé que les réseaux sociaux sont des voleurs de temps. Merci au docteur Castel-Germeil de nous avoir rappelé qu'il existe une relation de convenance et de disconvenance entre langage et vérité, langage et virtualité, vérité et virtualité. Merci à M. Max Guibert-Liron pour ses recommandations face à l'usurpation d'identité, au phénomène du pistage, à la géolocalisation et au piratage des données personnelles dans le domaine de la communication. Merci à M. Claudel Victor pour ses lumières en ce qui a trait à l'usage des réseaux sociaux. Par leur disponibilité, leur générosité et leur sacrifice, ils nous ont permis de respecter cette tradition au sein de l'Institut et d'œuvrer ainsi pour une formation de qualité. La concrétisation d'un tel événement n'aurait pas lieu sans l'appui des confrères de la maison provinciale, de la communauté du post-noviciat. Gratitude et reconnaissance envers tous. Le moment est venu pour nous séparer. Cependant, restons toujours unis dans le bien-dire, dans le bien-faire et dans le bien-vivre. Les participants, de par leur provenance, ont enrichi ces matinées culturelles avec leurs interventions, leurs réflexions et leurs discussions. Nous pouvons considérer le rapport comme du fumier qui tombe dans de bonnes terres en vue d'une meilleure récolte. Cette traditionnelle et 10e édition des matinées culturelles n'a pas été seulement un forum de haute formation ou de haute éducation, mais surtout l'expression de communion, d'union, de fraternité et de solidarité. En ayant les yeux fixés sur l'avenir, un auteur du nom d'Henry James a renchéri en ces termes. Derrière toutes les petites tragédies et comédies de la vie internationale, s'est délicieusement révélée à moi l'idée d'un groupement, d'une entente éventuelle et sublime de personnes d'éducation. Au point de vue intellectuel, moral, émotif, sensuel, social, politique, et en présence des difficultés et des dangers sentis, cette idée exquise peut fournir des situations capables de faire pâlir bon nombre des plus familières. C'est là qu'il faut chercher le drame personnel de l'avenir. Merci à tous ceux et celles qui ont fait de ces matinées une réussite. Au nom du personnel de l'Institut, je vous souhaite du succès dans vos engagements pour un avenir meilleur. Et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour janvier 2019 à la même heure. Encore une fois, merci et à bientôt. De toute la communauté éducative de l'Institut, une amie qui nous est chère et qui est toujours là. Il s'agit de Sœur Luisa. Un merci infini à elle pour sa présence et son apport au niveau de l'Institut.